Bonjour, je m'appelle Karine Bernot, je suis professeure à la faculté de droit de Nantes. Les licences Creative Commons sont vraiment importantes pour l'open access parce qu'elles permettent de faciliter l'exploitation de l'œuvre qui a été rendue accessible gratuitement. C'est-à-dire que là, on est sur le deuxième pied de l'open access que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une œuvre qui est accessible gratuitement en ligne n'est pas librement exploitable en tant que telle par les internautes. Pour qu'elle le soit, il faut qu'une licence autorise ces usages. Le principe, c'est qu'une œuvre qui est accessible sur Internet, mais pour laquelle on ne dit rien, on ne prévoit rien, eh bien, elle ne peut être utilisée que dans le cadre des exceptions aux droits d'auteur qui sont prévues par la loi. Si je prends l'exemple de la loi française, ça veut dire par exemple que je peux citer un court passage de cette œuvre à des fins d'analyse, de critique ou de commentaire. Ou je peux reprendre un extrait à des fins pédagogiques ou pour illustrer une recherche. On est là sur l'exception à des fins d'enseignement ou de recherche. Donc ce sont par définition des usages qui sont très limités, très réduits. Si moi, en tant qu'auteur, je souhaite que les personnes qui accèdent à mon article, dans une archive ouverte par exemple, puissent faire plus que cela, eh bien je dois l'autoriser via, par exemple, une licence Creative Commons. Ce ne sont pas les seules licences de ce type qui existent, mais ce sont les plus connues et les plus utilisées. Donc l'intérêt des licences Creative Commons, ce sont des contrats types pré-rédigés qui offrent à l'auteur différentes options. Il existe 6 licences Creative Commons pour ce qui est de la version française. Donc, ces contrats vont permettre à l'auteur, par exemple, de déterminer s'il autorise la modification de son œuvre ou pas. Est-ce que je souhaite que mon article, s'il est exploité, soit repris tel quel, ou bien j'accepte qu'il soit modifié? Est-ce que j'accepte que mon article soit utilisé à des fins commerciales par un tiers? Si c'est le cas, eh bien, je choisis la licence qui autorise cet usage commercial. Si ce n'est pas le cas, je choisis une autre licence qui va autoriser seulement un usage non commercial. Donc, ce type de licence, et notamment les licences Creative Commons, participent de manière essentielle au développement de l'open access. Avec le tiré à part numérique, on est vraiment sur une situation très particulière. On est dans l'hypothèse où le chercheur va avoir publié son article dans une revue scientifique traditionnelle et où l'éditeur va imposer un délai d'embargo avant que cet article puisse être diffusé dans une archive ouverte. Donc je prends un exemple, je contracte avec mon éditeur me dit « vous pourrez déposer dans une archive ouverte dans 6 mois ». Pendant cette période de 6 mois qui est la période d'embargo, je ne peux pas rendre mon article gratuitement accessible à tout internaute qui le souhaite. En revanche, ce que je peux faire, en tout cas ce que proposent beaucoup d'archives ouvertes, et c'est le cas maintenant de HAL en France, c'est procéder à ce qu'on appelle un dépôt aveugle de cet article. Dépôt aveugle, ça signifie tout simplement que dès maintenant, je vais pouvoir saisir dans l'archive ouverte les métadonnées. C'est-à-dire tout ce qui identifie l'article. Donc je vais dire j'en suis l'auteur, je vais en donner le titre, je vais dire dans quelle revue il est publié, éventuellement pourquoi pas rédiger un petit résumé en quelques lignes pour présenter cet article, et puis communiquer à l'archive ouverte la copie de mon article, mais qui ne sera pas accessible en ligne, qui sera simplement stocké dans l'archive, l'idée étant qu'à expiration du délai d'embargo que j'aurai identifié, en l'occurrence 6 mois par exemple, eh bien cette copie sera accessible et donc là je respecterai parfaitement le contrat qui me lie à mon éditeur. Mais certaines archives ont développé une technique qui a pour but un petit peu, il faut bien le dire, de contourner cette période d'embargo. L'idée est de dire, donc mon article il est déposé mais en dépôt aveugle, donc vous n'y avez pas accès pendant le délai d'embargo, personne n'y a accès sauf via la revue qui est publiée par l'éditeur, mais vous découvrez les métadonnées, vous vous dites que cet article il vous intéresse et vous aimeriez bien pouvoir en prendre connaissance sans avoir à payer l'abonnement. Eh bien les archives ouvertes ont développé donc ce qu'on appelle le tiré à part numérique, c'est-à-dire concrètement ont intégré à proximité des métadonnées un petit bouton sur lequel l'internaute intéressé va pouvoir cliquer en disant « cet article m'intéresse, j'aimerais bien recevoir une copie ». C'est ce que ça signifie. En général, il faut s'identifier, mais c'est quelque chose vraiment de très simple. Ce qui se passe ensuite, c'est que moi, auteur de cet article, je vais recevoir un mail me disant « eh bien voilà, il y a un internaute, monsieur machin, qui aimerait avoir une copie de votre article ». Alors soit je refuse, la question est réglée, c'est terminé, ça s'arrête là. Soit j'accepte de communiquer une copie de mon article. Et donc dans ce cas-là, moi auteur, par un simple clic, là aussi c'est quelque chose sur le fonctionnement qui est très simple, par un simple clic je vais dire oui, j'accepte que la copie de mon article soit communiquée à cette personne. Et dans ce cas-là, c'est l'archive ouverte qui va transmettre la copie à la personne qui en a fait la demande. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la période d'embargo,
l'article, il n'est pas accessible à tous gratuitement, il est accessible uniquement à la demande via l'archive ouverte. Et en fait, c'est la transposition dans l'univers du numérique d'une pratique qui est très ancienne dans le domaine scientifique, qui est la pratique du tiré à part. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on voulait obtenir un article qui avait été publié, on pouvait écrire à un collègue en lui disant « Est-ce que tu peux m'envoyer une copie de ton article ?» Et puis on recevait l'article par la poste. Mais maintenant, avec le numérique, la demande se fait via l'archive ouverte. Et cette pratique s'exerce sous couvert, en principe, de l'exception de copie privée. L'exception de copie privée qui, en droit d'auteur, permet de copier une œuvre pour un usage personnel. C'est ce qui nous permet, par exemple, sans enfreindre le droit d'auteur, de copier un film sur notre bon vieux magnétoscope, quand ça existait encore, quand il passe à la télévision le soir. Et on garde la copie pour nous. Voilà, ça c'est de la copie privée. Là, il y a quand même une difficulté sur le plan juridique. Alors, en France et au niveau de l'Union européenne, puisque la question est harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, c'est que pour que l'exception de copie privée s'applique, il faut que la source de la copie soit licite. Et qu'est-ce que c'est une source licite? Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne nous a dit que la source est licite si elle est mise à disposition du copiste, donc de l'utilisateur, avec l'accord du titulaire des droits. Or, pendant cette période d'embargo de 6 mois, qui est titulaire des droits? L'éditeur. Et lui seul. Il a une exclusivité. Donc, seul l'éditeur peut mettre à disposition la source permettant de réaliser des copies privées. Donc ça signifie, et c'est le risque, qu'on pourrait considérer qu'à partir du moment où la source est mise à disposition par l'auteur, qui n'a plus le droit d'exploiter son œuvre, cette source est illicite et donc l'exception de copie privée pourrait être jugée inapplicable, ce qui compromettrait l'avenir du tiré à part numérique.